Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors, la dernière fois nous avions commencé le nouveau chapitre de français, à savoir donc rêver, imaginer, créer. Avec tout d'abord la séance 1, la science-fiction, un imaginaire connecté au réel. Alors, on avait vu dans un premier temps, donc l'étape 1, reconnaître un récit de science-fiction avec thème 1, un vocabulaire spécifique à la science-fiction. Alors, au cours justement de cette vidéo, on avait vu donc le différent langage qu'on peut avoir dans la science-fiction, avec tout d'abord donc un lexique spécialisé, notamment par un lexique en rapport avec la science, la technologie, qu'il y ait une présence du réel ou de l'imaginaire, et qui a vraiment un caractère futuriste et scientifique. Science-fiction, donc, c'est dans le futur, et il y a de la technologie, tout simplement. Science, fiction. Voilà. Alors ensuite, on a vu qu'aussi les noms propres nous permettent de comprendre justement, de savoir si nous sommes dans un récit de science-fiction ou non. Alors, on avait vu donc l'illusion du réel avec notamment les différents prénoms que je vous ai cités. On a vu aussi que ces noms ont un message, comme avec Thanos par exemple. Et enfin, on avait vu donc les humanisés avec Eve dans Wall-E, etc. Et à cela donc s'ajoutent aussi des mots inventés. Donc des mots qui ne vont pas apparaître dans des récits des récits réalistes, du type Zola, ou alors aujourd'hui dans, par exemple, After, ou des choses comme ça, des mots que vous n'allez pas employer dans votre quotidien. Donc on avait vu que tout ça se divise en différentes catégories. Donc vous avez des dérivations, des mots valises, des mots fusion, des anglicismes, etc. etc. On a vu notamment les termes hyperespace, multivers, espace-temps. Voilà, donc c'est des mots propres à la science-fiction. Même si maintenant ils commencent un petit peu à s'intégrer dans notre vocabulaire. Alors, thème 2, texte science-fictionnel. Alors là, nous allons voir donc deux textes donc qui sont des textes de science-fiction. Et nous allons donc répondre aux questions. Tout d'abord, je vais vous lire les deux textes. Donc le texte A est un texte de Pierre Bordage, donc Wang 2, Les Aigles d'Orient de 1997. Et le texte B, donc Arthur C. Clarke, 2001, L'Odyssée de l'espace, 2000. Alors, texte A. La plupart, entre parenthèses des voyageurs, étaient coiffés de plaques métalliques reliées à de petits appareils plats, des sensors portables selon Delphane. Les sensations affichaient des expressions changeantes sur leur visage. Fonçant dans les entrailles du sol à plus de 300 km/h, le Subterraneus atteignit la petite ville de Rabastens en moins d'un quart d'heure. Texte B. Explorateur 1, qui s'approchait de Jupiter selon une orbite complexe, déterminée des mois auparavant par les astrophysiciens terrestres et sans cesse contrôlée par Karl, était à présent une proie nouvelle pour le champ gravifique de la planète. Alors, première question. Oui, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, c'est normal, ne vous inquiétez pas, justement, faites les questions, vous verrez pourquoi. En quoi les textes A et B relèvent-ils de la science-fiction? Je laisse réfléchir. Vous pouvez écrire. Les deux textes comportent des termes scientifiques dans des mondes irréels ou futuristes comme Rabastan, Jupiter, non Rabastan virgule, Jupiter existe en soi, mais le fait de pouvoir y aller est irréel car trop loin. Alors, tout d'abord, on a effectivement des termes scientifiques,
comme par exemple des petits appareils, des senseurs portables, une orbite complexe, un champ gravifique, etc. Donc on a la présence de science, et on est dans des endroits qu'on ne connaît pas. Rabastan, après vous me direz ça existe peut-être quelque part dans le monde, mais je ne connais pas cette ville. Donc on va partir du principe qu'elle n'existe pas. Et donc Rabastan et Jupiter. Donc Jupiter, elle existe, hein. C'est une des planètes du système solaire. La plus grosse. Ou c'est Saturne? Non, il me semble que c'est Jupiter. Le Jupiter est la plus grosse. Et Jupiter, donc, est inhabitable, puisqu'en fait, c'est une Terre uniquement de gaz. Il y a juste du gaz. Donc techniquement, c'est pas trop possible d'y aller. Bon. Donc voilà pourquoi ce sont tout d'abord des textes de science-fiction. Donc vous voyez quand même c'est assez facile de reconnaître un texte de science-fiction. Un endroit inconnu, enfin attention, hein, l'endroit peut être connu aussi, hein, mais là pour le coup des endroits inconnus et des sciences, de la science. Alors, question suivante. Quel est l'extrait le plus proche de l'imaginaire? Alors, vous pouvez écrire « Le texte A est plus proche de l'imaginaire car il se compose de mots inventés. Point. On peut avoir du mal à comprendre si on ne connaît pas l'univers en question, contrairement au texte B qui est beaucoup plus simple en termes de compréhension. » Alors en effet, justement, pour le texte A, on voit vraiment qu'on est dans l'imaginaire, parce que les mots sont inventés, et voilà, on a du mal à savoir où on est vraiment, qu'est-ce qui se passe, à quelle époque on est, voilà, c'est assez flou quand même. Donc c'est vrai que parfois, certaines personnes, ça peut les perdre. Mais le texte B, certes, il y a le terme gravifique par exemple, mais ça reste cohérent. Du fait que justement on connaisse Jupiter. Comme on connaît Jupiter, on se dit « Ah, c'est déjà dans le système solaire. » Voilà. Après, un champ gravifique, voilà, on peut deviner à peu près ce que c'est, tout ça. Vous voyez, on peut avoir quelques pistes quand même. On peut deviner. Alors, question suivante. Quelle classe de mots est surlignée en bleu? Pourquoi ces mots suggèrent-ils à la fois le réel et la science-fiction? Alors, au cas où, si vous auriez imprimé en couleur. Donc, les mots en bleu sont Delphane et Jupiter. Donc, pourquoi justement c'est... Déjà, quelle est la classe de ces mots? Quelle est la classe grammaticale? Ce sont des noms propres, tout bêtement. Delphane, Jupiter sont des noms propres. Donc des noms propres à quelqu'un. Oui, pour se souvenir, voilà, ce qu'est un nom propre, c'est un nom propre à quelqu'un. C'est-à-dire, ce nom appartient à quelqu'un. Un nom propre, et non pas propre dans le sens, voilà, c'est bien nettoyé. Non, propre à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il lui appartient. Un nom propre. Pourquoi ces mots suggèrent-ils à la fois le réel et la science-fiction? On va se réfléchir. Oui, je vais vous faire tout écrire, comme ça après je vous expliquerai. Les mots surlignés en bleu sont des noms propres. Point. Ces mots renvoient à des réalités, comme le prénom d'une femme ou le nom d'une planète, virgule, mais ils suggèrent aussi la science-fiction, car ils n'appartiennent pas à notre quotidien. Deux petits points. Delphane n'est pas un nom courant et Jupiter n'est pas notre planète. Point final. Alors, comme je vous l'ai dit, donc des noms propres. Donc, ils suggèrent le réel parce que Delphane, ma foi, ça pourrait exister. Hein. Enfin, quelqu'un qui s'appelle Delphane, ça me choquerait pas. Voilà, ça, en plus, ça ressemble beaucoup à Delphine, à une lettre près. Donc, c'est pour ça que Delphane, vous voyez, même si vous entendez quelqu'un appeler, voilà, une personne par ce prénom, ça va pas vous choquer plus que ça. Jupiter, c'est pareil.
c'est le nom d'une planète. Voilà, donc c'est réel, il y a une certaine réalité quand même. Mais là où justement la science-fiction met sa patte, c'est que Delphane, même si ça y ressemble, ce n'est pas un prénom. C'est-à-dire, vous pouvez regarder, personne ne s'appelle Delphane. Voilà. Pourquoi? J'en sais fichtrement rien. Mais voilà, c'est le cas, personne ne s'appelle Delphane. Donc, si vous ne saviez pas comment appeler votre prochain gamin, appelez-le Delphane. Comme ça, il sera unique. Ouais, c'est l'histoire. Bref. Et Jupiter n'est pas notre planète. Effectivement. Au cas où si vous ne le sauriez pas, Jupiter n'est pas notre planète. Voilà, spoil. Et c'est pour ça qu'on est dans la science-fiction, c'est parce que non seulement ce n'est pas notre planète, mais en plus on ne peut pas y habiter. Donc vous voyez, il y a double irréalité. Alors, dites ce que représentent grammaticalement les termes surlignés en jaune. Alors, on va commencer tout simple. Donc les termes surlignés en jaune sont orbite et champ gravifique, ainsi que sensor et subterraneus. Oui, quand je dis en jaune, c'est en jaune et en rose. Oui, je vais le rajouter dès maintenant d'ailleurs. En jaune et en rose. Donc, comme je vous l'ai dit, sensor, subterraneus, orbite, champ gravifique. Donc déjà, qu'est-ce que c'est comme terme grammatical, ce terme, par exemple, de sensor. Donc, et ça, là, vous pouvez vous référer au cours juste avant avec les mots inventés, justement. Donc, vous pouvez écrire... attendez, en même temps, on va faire les questions. Donc, dites ce que représentent grammaticalement les thèmes soulignés en jaune et en rose. Existent-ils ou sont-ils inventés? Que suggère-t-il sur le style de l'auteur? Donc, vous pouvez écrire. Les termes surlignés en rose sont des mots inventés, point, entre guillemets, sensor, fermez les guillemets, et fabriqués à l'aide d'un anglicisme, entre parenthèses, en anglais, virgule, un sensor est un capteur, virgule, dans cette histoire, virgule, c'est une sorte de télévision qui utilise tous les sens. Fermez la parenthèse, point. Ouvrez les guillemets, subterraneus, fermez la guillemets, est fabriqué par dérivation avec le préfixe sub, donc sub entre guillemets, hein, entre parenthèses, en latin subterranus veut dire sous terre, virgule, dans cette histoire, virgule, c'est une sorte de métro. Fermez la parenthèse, point. L'utilisation de ces termes donne un aspect futuriste, virgule, voire extraordinaire à ce texte. Point final. Donc, vous voyez là déjà les termes grammaticaux, donc par exemple pour sensor, vous voyez on peut utiliser des mots anglais. Et on peut un peu les franciser, justement. Enfin, non, pas les franciser, pardon. Mais les mettre dans notre langue française de manière anodine, sensor. On ne peut pas dire, justement, là, c'était quoi la phrase déjà? Oui, voilà, des petits appareils plats, des sensors portables. On va pas dire des sensors portables. Non, on va dire des sensors portables. Vous voyez, on va l'utiliser dans le français. Donc ça va devenir normal. Ça va devenir un mot courant dans notre langue en français. Alors qu'en fait, ça part d'un anglicisme, donc ça parle de l'anglais. Un anglicisme, donc c'est un terme anglais qu'on a mis dans notre langue, en français. Hamburger. Hamburger est un anglicisme. Donc oui, est un capteur, donc après on peut supposer que voilà, c'est une sorte de télévision.
Et subterraneus, donc vous avez le préfixe sub qui veut dire sous terre. Et voilà, une sorte de métro. On peut le deviner justement, subterraneus, que c'est un métro. Et voilà, ça peut se deviner justement. Donc sous la terre, voilà. Alors, oui, et l'utilisation de ces termes, donc voilà, ça a donné une sorte de, voilà, quelque chose qu'on ne connaît pas, d'extraordinaire, de mystérieux. C'est-à-dire, voilà, quand on voit Sensor ou Subterraneus, on est là, ça n'existe pas dans notre vie actuelle, dans notre réalité. Donc, vous voyez, ce côté un petit peu mystérieux, ce côté futuriste. Donc voilà, pour voilà, ces deux textes étaient surtout là pour justement appuyer le dernier cours, donc vous montrer en quoi ces termes justement sont utilisés. Mais on va encore utiliser le premier cours, donc le vocabulaire, pour comprendre vraiment la science-fiction à travers des textes. Et le premier texte, justement, c'est un texte de Jules Verne. Avec l'étape 2, des endroits imaginaires, thème 1, le futur selon Jules Verne. Donc là, normalement, vous avez les questions. Et je vous ai fait tout un petit truc documentaire, enfin texte. Donc en premier lieu, vous avez une photo, enfin une image, distribution du courrier par le facteur rural, image issue de la série En l'an 2000 de 2012. De 1912. Avec donc ici un petit encadré où vous avez le descriptif de l'auteur, donc un petit descriptif. Hein. Voilà, je ne suis pas allé non plus très loin. Jules Verne, donc 1828-1905, auteur français, célèbre pour ses récits d'aventure comme Le Tour de Monde en 80 jours en 1873 et ses romans d'anticipation ou de science-fiction comme De la Terre à la Lune. Mais il y a aussi un autre roman que, à mon avis, il y a des chances que vous connaissiez, c'est 20 000 lieues sous les mers. 20 000 lieues sous les mers, et Jules Verne. Voilà. Alors, et ensuite vous avez le fameux texte. Donc oui, pardon s'il est petit, mais j'ai dû le rapetissir pour qu'il tienne. Alors, en 1863, donc là je lis le texte, hein. En 1863, Jules Verne écrit un roman qui a pour cadre Paris au XXe siècle. Nous sommes en 1960 et le personnage principal de l'histoire, Michel Dufresnoy, arrive de Bretagne à Paris pour y recevoir un prix de poésie. Il découvre d'abord le peu d'intérêt de ses contemporains pour l'art. Puis il visite la capitale. Pour se déplacer, il utilise une sorte de métro appelé Highway. Ce système consistait en deux voies séparées, l'une d'aller, l'autre de retour. De là, jamais de rencontre possible en sens inverse. Chacune de ces voies était établie suivant l'axe des boulevards. À 5 mètres des maisons, au-dessus de la bordure extérieure des trottoirs, d'élégantes colonnes de bronze galvanisées les supportaient et se rattachaient entre elles par des armatures découpées à jour. Donc des colonnes de bronze galvanisées, c'est comme l'indique le petit explicatif en dessous. Donc c'est des colonnes recouvertes de zinc. Le zinc est une matière, enfin une roche. Oui, il me semble. Non, c'est un chimique, c'est un élément chimique. Ils sont rattachés entre elles par des armatures découpées. Ces colonnes prenaient de distance en distance un point d'appui sur les maisons riveraines au moyen d'arcades transversales. Donc, alors je fais juste un petit point pour vous imaginer. Donc en fait, vous avez une rue tout bêtement, et en fait, vous avez donc des colonnes qui sont sur le trottoir. Sur chaque côté de la rue. Et ces colonnes sont reliées par des armatures. Les armatures, c'est ce qui relie deux pièces. Deux pièces j'ai plus de mots. De colonnes, par exemple. Donc, vous avez vos colonnes, la rue, chaque colonne, et
parfois vous avez vous avez, comment ils disent, des points d'appui, voilà, des points d'appui qui vont être reliés aux maisons. Donc vous imaginez une allée de maison, le trottoir, la rue et des colonnes. Des colonnes justement avec donc des armatures et des points qui se relient aux maisons. Voilà, j'espère que vous saisissez. Ainsi, ce long viaduc, c'est une sorte de pont, supportant la voie ferrée, formait une galerie couverte, sous laquelle les promeneurs trouvaient un abri contre la pluie ou le soleil. La chaussée bitumée, donc le bitume, c'est la matière de la route, restait réservée aux voitures. Le viaduc enjambait sur un pont élégant les principales rues qui coupaient sa route, et le railway, suspendu à la hauteur des entresols, ne mettait aucun obstacle à la circulation. Le jeune Dufresnoy prit son billet à la gare de Grenelle, et 10 minutes après, il s'arrêtait à la station de la Madeleine. Il descendit sur le boulevard et se dirigea vers la rue Impériale, percée suivant l'axe de l'Opéra jusqu'au jardin des Tuileries. La foule encombrait les rues. La nuit commençait à venir. Les magasins somptueux projetaient au loin des éclats de lumière électrique. Les candélabres. Alors, des candélabres, c'est des chandeliers à plusieurs branches. Candélabre, donc voilà, c'est une sorte de bougie. Enfin, vous avez un. Je perds tout aujourd'hui. Vous avez une sorte de base, justement, une sorte de pilier. Vous savez, c'est des bougies qu'on tient. Donc, vous avez un pilier et après, ça se sépare en plusieurs branches. Lumière dans La Belle et la Bête. Vous voyez la bougie, c'est un candélabre. Donc c'est une bougie qui se sépare en d'autres bougies. Voilà. J'en étais où moi avec tout ça? Donc des candélabres établis d'après le système Way par l'électrisation d'un filet de mercure. Comme il est dit, l'invention de la lampe électrique par Edison ne date que de 1878. Et là, nous sommes en 1863. C'est pour vous dire. Alors, rayonnés avec une incomparable clarté, ils étaient réunis au moyen de fils souterrains. Au même moment, les 100 000 lanternes de Paris s'allumaient d'un seul coup. De ces innombrables voitures qui sillonnaient la chaussée des boulevards, le plus grand nombre marchait sans chevaux. Elles se mouvaient par une force invisible au moyen d'un moteur à air dilaté par la combustion du gaz. C'était la machine Lenoir. Alors, Lenoir, comme vous l'avez dit, véritable inventeur du moteur à explosion en 1860. Appliquée à la locomotion, cette machine inventée en 1859 avait pour premier avantage de supprimer chaudière, foyer et combustible. Un peu de gaz d'éclairage mêlé à de l'air introduit sous le piston et enflammé par l'étincelle électrique produisait le mouvement. Des bornes gaz établies aux diverses stations de voitures fournissaient l'hydrogène nécessaire. Des perfectionnements nouveaux avaient permis de supprimer l'eau destinée autrefois à refroidir le cylindre de la machine. Donc ce sont en quelque sorte des voitures qui marchent à l'hydrogène. Les moyens de transport étaient donc rapides dans les rues, moins encombrés qu'autrefois, car une ordonnance du ministère de la Police interdisait à toute charrette, fardier, donc fardier c'est un chariot utilisé pour les lourdes charges, comme il vous l'a dit, ou camion de circuler après 10 heures du matin, si ce n'est sur certaines voies réservées. Ces diverses améliorations convenaient bien à ce siècle fiévreux, où la multiplicité des affaires ne laissait aucun repos et ne permettait aucun retard. Qu'eût dit un de nos ancêtres à voir ces boulevards illuminés avec un éclat comparable à celui du soleil? Ces 1000 voitures circulant sans bruit sur le sourd bitume des rues, ces magasins riches comme des palais, d'où la lumière se répandait en blanche irradiation, ces voies de communication larges comme des places, ces places vastes comme des plaines, ces hôtels immenses dans lesquels se logeaient somptueusement, donc somptueuse, c'est magnifique, somptueusement 20 000 voyageurs, ces viaducs si légers,
ces longues galeries élégantes, ces ponts lancés d'une rue à l'autre, et enfin ces trains éclatants qui semblaient sillonner les airs avec une fantastique rapidité. Alors, juste histoire de vous montrer, justement, bon, c'est vraiment, ma qualité de dessin est vraiment nulle, mais bon, d'accord, non. Alors, vous voyez en fait comment s'organise justement cette sorte de voilà métro. Donc là, vous avez les maisons, vous avez donc ici la route, et vous voyez en fait de chaque côté de la route, vous avez une sorte de piliers ici, les armatures qui relient les piliers, qui forment en fait les rails sur lesquels la machine va passer. Donc en fait, les voitures, elles passaient dessous justement. Et vous avez aussi des petits liens qui étaient reliés aux maisons. Voilà, pour ce... Bon, oui, j'ai fait du mieux que je peux. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que c'était. Bref. Ah, bah voilà, on a une meilleure vision. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble, hein, histoire que vous ayez une idée. J'ai fini ? Oui, j'ai fini le texte. Donc, Jules Verne, Paris au XXe siècle. Et je rappelle, Jules Verne a écrit ce roman, cette histoire, en 1863. 1863, il écrit sur 2000. Alors, donc, les questions qui sont au-dessus. Quels moyens de transport sont présentés dans le texte et dans l'image, enfin, et sur l'image, pardon. Et sur l'image. Je vous laisse réfléchir. Vous pouvez écrire. Les moyens de transport présentés dans le texte sont le, entre guillemets, railway, R-A-I-L-W-A-Y, fermez les guillemets, entre parenthèses, ligne 12, virgule, la voiture à hydrogène, entre parenthèses, ligne 31, et le train, ligne 47, entre parenthèses, ligne 47, point. Alors, juste pour info, quand, par exemple, je vous poserai des questions pour un contrôle, hein, par exemple, quand je vous poserai des questions sur un texte, pensez à me mettre des citations du texte. Là, vous voyez, par exemple, ligne 12, ligne 31, et bien me mettre la ligne avec ça. Parce qu'en fait, mettre une citation, ça va vous permettre d'appuyer votre propos. Attention, ne pas me mettre 15 mètres de citation. Voilà, vous voyez, là, j'ai juste mis un mot, et ensuite, je vais expliquer, justement. Donc, les 47 points. Jules Verne évoque aussi la charrette, virgule, le fardier et le camion, ligne 36, mais comme des modes de transport limités. Point. L'image présente un facteur qui distribue le courrier en avion. Point. Final. Donc là, pour le coup, on nous demande juste citer les moyens de transport. Voilà, donc vous n'avez pas à vous justifier, mais quand même, mettez, vous voyez, des phrases, tout ça, enfin, voilà, une logique. Donc, vous voyez, on mélange ici réel et irréel, justement. L'inventeur cité a-t-il existé ? Ligne 26. Donc là, on parle de Lenoir. A-t-il vraiment existé ? Je vous laisse répondre. Vous pouvez aller regarder sur Google, hein. Enfin voilà, vous avez le droit. Alors, vous pouvez écrire. L'inventeur Lenoir a existé. Point. Il mit au point à partir de 1860 un moteur à explosion à 2 temps fonctionnant au gaz d'éclairage. Point. Mais ce moteur ne fut jamais utilisé pour l'automobile. Point. Final. Donc voilà ce que c'est. Le noir, justement, il va vraiment avoir toute une technique pour faire fonctionner une voiture. Mais, comme il vous l'a dit dans le texte, du moins dans le lexique, cette technique ne verra jamais le jour pour des voitures. Or, Jules Verne, là, la met en application. Montrer le regard positif que porte Jules Verne sur le progrès en relevant le lexique amélioratif dans le dernier paragraphe.
Alors, un lexique mélioratif, c'est-à-dire qu'il est meilleur. Ça montre un lexique positif. Donc, je vous laisse relire le texte. Vous pouvez écrire. On trouve, virgule, dans le dernier paragraphe, virgule, le lexique mélioratif suivant, de petits points, riche, palais, somptueusement, élégante, fantastique, point. On peut ajouter à ce lexique les champs lexicaux de la lumière. Donc un champ lexical, c'est quand vous avez plusieurs mots qui se regroupent autour d'un même thème. Les champs lexicaux de la lumière et de la grandeur qui montrent également le regard positif que porte Jules Verne sur le progrès. Entre parenthèses, vous pouvez citer illuminé, éclat, soleil, lumière, éclatant, vaste, etc. Alors, point final. Donc vous voyez ici, on va vraiment avoir un Jules Verne qui nous décrit quelque chose de fabuleux, de merveilleux, vraiment, enfin on en prend plein les mirettes. C'est-à-dire, voilà, fantastique, éclatant, lumière. Oui, c'est ça, un lexique mélioratif, c'est qu'on va vouloir avoir un lexique qui va améliorer les choses, qui va vraiment les rendre splendides. Cette description du Paris de 1960, imaginée par Jules Verne en 1863, répond-elle au Paris réel des années 1960 ? Parce que oui, je me suis trompé. Oui, l'an 2000, c'est l'image qui est projetée pour l'an 2000. Le texte, lui, c'est Paris en 1960, soit un siècle après Jules Verne, justement, enfin du moins après l'écriture sur roman. Donc vous pouvez écrire, je vous expliquerai après. Jules Verne nous offre la vision d'un 1960 assez réaliste, puisque nous avions des avions, et voitures à cette époque, virgule. Les avenues citées sont également présentes, point. Cependant, Jules Verne envisage le progrès dans un monde sans guerre, virgule, une forme d'utopie, UTOPIE, une forme d'utopie, alors que la réalité est tout autre. Point. En effet, le progrès s'est développé grâce aux 2 guerres mondiales. Point final. Alors, voilà, il y a une part de réel et une part d'irréel. Le réel, c'est que nous avons des voitures, nous avons des avions, etc., etc. Cela existe. Voilà. Pareil pour vous savez, le sort de railway, ça existe aujourd'hui. C'est-à-dire le métro, bon, c'est en dessous. Mais voilà, par exemple, aux États-Unis, vous avez le métro qui est au-dessus. Vous avez des ponts comme ça, et au-dessus, vous avez le métro qui passe. Voilà. Donc, ça existe, justement. Et les voitures, pareil. Aujourd'hui, même en 1960, vous aviez des voitures assez discrètes. Mais là où il envisage le progrès, lui ne pense pas aux 2 guerres mondiales. Attention, Jules Verne écrit ça en 1863. Donc, il n'y a eu encore aucune guerre. Ni en 1868 entre la Prusse et la France, ni la Première Guerre mondiale 14-18, 1914-1918, ni la Deuxième Guerre mondiale 1939-45. Donc, il n'y a encore rien eu de tout ça. Donc, Jules Verne, il se dit, le 20e sera tranquille, ça va bien se passer, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une utopie. C'est-à-dire, il voit un futur où tout est positif.
L'image d'anticipation en l'an 2000 est-elle prémonitoire? Donc vous pouvez écrire « Cette image n'est pas prémonitoire, point. Les facteurs ne livrent pas en avion, point. Seul le paysage rural correspond à la réalité, entre parenthèses, église, virgule, maison, virgule, végétation, fermez la parenthèse, point. Cela peut paraître étonnant car ce qui correspond à la réalité sont des éléments de continuité. Point. Cela semble montrer qu'il y a assez peu de changements. Point final. Alors, effectivement, cette image n'est pas prémonitoire parce que aujourd'hui les facteurs ne livrent pas en avion. Bon, le courrier peut passer d'un pays à un autre par avion. Mais c'est pas le facteur qui va prendre son avion et voilà, il va pas, vous verrez pas un facteur volé. Mais oui, effectivement, par contre, le paysage rural, lui, correspond à une certaine réalité. Mais comme je vous le dis, c'est des éléments de continuité. C'est-à-dire que ça nous permet pas, vous voyez, de nous projeter dans un avenir. Enfin, une église, un village avec une église et de l'herbe, je suis même sûr que dans 100 ans, ça existera toujours. Oui, il y a des chances. Donc oui, ça montre pas une évolution, ça montre juste une continuité. Voilà, il n'y a pas de grand changement. Alors, juste pour en revenir justement aux deux guerres mondiales, en effet, les deux guerres mondiales vont nous apporter beaucoup de progrès. Puisque, en fait, le fait de s'armer, le fait de réfléchir comment est-ce qu'on va aller vers l'ennemi, tout ça, ça va développer plein de choses. Déjà, on va avoir une évolution au niveau chimique, au niveau de l'aviation, au niveau de l'armement, etc., au niveau de la diplomatie. Tout va évoluer, justement, au cours de ces guerres. Bon, bien sûr, voilà, c'est sans compter les innombrables morts et atrocités de ces époques. Mais quand même, il y a eu un progrès qui s'est fait par ces guerres. Mais ça, Jules Verne, il n'en sait rien. Donc voilà pour ce qui est de ce roman de Jules Verne. Donc là, nous avons affaire à un auteur de 1863 qui écrit sur Paris en 1960. Donc là, un auteur ancien va écrire sur le futur, mais sur un futur qui nous est déjà passé. Même chose pour 2000. Alors, voilà donc pour ce qui est de cette, cette anticipation. C'est-à-dire, il va vraiment réfléchir à ce qui va se passer après. Et il faut savoir, c'est que Jules Verne, il est vraiment dans cette démarche. De même que dans, par exemple, 20 milieux sous les mers, il va imaginer un sous-marin. Un sous-marin vraiment qui va à des profondeurs extrêmes, ce qui n'est pas du tout le cas à l'époque. Hein. De mémoire, je ne crois pas qu'il y avait encore de sous-marins en 1863, enfin en 1860 dans cette époque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il évolue. Enfin, il a quand même un esprit futuriste pour son époque. Et voilà, il va inventer donc des sous-marins qui vont très profonds. Etc., etc. Même aujourd'hui, enfin voilà, ils vont pas non plus très très profond nos sous-marins. Voilà, donc en fait, il avait vraiment une avance sur son temps justement. Jules Verne, c'était un visionnaire. Voilà, chercher le mot. C'était un visionnaire. C'est-à-dire, il avait des visions, enfin pas des visions en mode surnaturel. C'est-à-dire qu'il arrivait à penser à ce que pourrait ressembler le monde 100 ans après. Ce qui est assez difficile. Essayez de le faire. Essayez d'imaginer le monde dans 100 ans. Pas possible. C'est vraiment très dur. Parce que, et là, on voit d'ailleurs les erreurs de Jules Verne, tout peut se passer, tout peut arriver. C'est-à-dire que demain, il peut arriver une 3e guerre mondiale et changer complètement la face du monde. Bah, regardez le coronavirus, justement. Voilà, ça, on l'avait pas du tout prévu. Hein, donc bon, enfin, ça, c'était vraiment quelque chose de
qui nous arrivait soudainement. Et bien là, vous voyez par exemple, ça va changer la face du monde, ça va changer nos rapports à l'autre, ça va changer notre contact, tout simplement. Fini les câlins, sniff. Voilà, fini les embrassades, fini fait de se serrer la main, enfin du moins pour assez longtemps. Voilà, vous voyez, tout ça va avoir un impact sur notre monde et le changer. De même que là, quand Jules Verne a écrit jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé d'innombrables choses qui ont changé la face du monde. Les 2 guerres mondiales ont considérablement changé le monde. Voilà donc pour ce qui est de Jules Verne. Et combien de temps? 40 minutes. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous complétez bien le cours. Pareil, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais n'hésitez pas à demander à vos camarades. Et si ça ne suffit pas, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Je sais pas, je pense que j'essaierai de vous en refaire une vidéo le début de semaine prochaine. J'essaierai. Et voilà. Donc sur ce, portez-vous bien, profitez du déconfinement, et puis voilà. Bonne journée, au revoir.